Bienvenue à tous et merci de nous regarder, merci de nous faire confiance. C'est votre magazine de chaque dimanche à 20 h. Nous revenons avec un candidat, avec une personnalité politique sur ce plateau pour décrypter l'ensemble de l'actualité politique en direct. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour vous un des candidats à la présidentielle. C'est un professeur d'université, un homme de droit, pasteur de surcroît. C'est le pasteur Théodore Ngoï, il est notre invité. Bienvenue pasteur et merci d'avoir accepté notre invitation et d'être en direct avec nous sur Télé 50. C'est quand même un événement, depuis que je suis candidat président de la République, de me trouver dans l'antre du pouvoir. Parce que là, nous sommes dans l'antre du pouvoir. Nous invitons tout le monde. C'est un média n'est pas proche de l'opposition, encore moins de la majorité. Un média doit être indépendant, neutre, objectif. Je venais de vous suivre tout à l'heure. Vous savez ce que j'ai observé? Qu'est-ce que vous avez observé? Vous avez filmé la remise du mémo. C'est moi qui ai remis le mémo pour le nom de l'opposition, pour le compte de l'opposition. Vous savez ce que vous avez fait? Vous avez filmé, je suis assis juste à côté de M. Caméré. Vous me coupez. Vous filmez Caméré, vous filmez le commissaire... Mais Caméré, il est de l'opposition. Le commissaire... Vous ne voulez pas Théodore Ngoï. Peut-être que vous avez des affinités avec Caméré, mais vous m'avez coupé carrément. C'est vrai? Oui, mais j'ai observé que... On ne parle pas de ça aujourd'hui. J'ai observé que vous avez fait carrément de la désinformation. J'ai même fait un SMS à Jean-Marie Cassan. J'ai dit, mais ça c'est la désinformation sur notre déclaration et sur la marche de l'opposition. Mais je viens de suivre depuis hier, vous passez, repassez les images. Alors, on vous donne cette expression de parole aujourd'hui en toute liberté pour que vous parliez aux Congolais, que vous répondiez à nos questions en direct sur Télé 50. C'est ce que je suis déjà en train de faire. Je suis en train de dire aux Congolais que je suis dans l'antre du pouvoir. Merci beaucoup. Et je me demande si l'invitation est une offre politique, c'est-à-dire en ce qui concerne le rôle du CESAC, c'est l'égalité d'accès aux médias officiels. L'invitation est venue de moi. Mais c'est venu de vous. Voilà. Bon, alors, je vous en remercie. Comment vous allez? Comment vous vous portez? Je suis en très bonne santé. J'ai marché pendant plus de 3 heures de l'échangeur à la place, qu'on appelle ça des martyrs, sous le soleil. Hein. Aujourd'hui? Non, l'opposition. Ah, l'opposition, on en parlera. Voilà. Alors, pasteur, un nouvel engagement politique pour la présidentielle, la magistrature suprême, mais cette fois-ci, ça se passe dans des conditions un tout petit peu spéciales parce que c'est la vient de Dieu. Moi, j'ai toujours, depuis ma naissance, vous savez, j'avais un peu moins de 7 ans. Non, je crois que je n'allais pas encore à l'école primaire quand mon père, ayant vu que quelqu'un m'avait giflé, a appelé tout le monde. Il y avait plus de 40 personnes chez nous, parce que beaucoup de gens venaient du village, et nous habitions dans la maison du petit frère de mon père, sur l'avenue Zimambo, à la 81e. Pour ceux qui me suivent de Lubumbashi, comprennent, ils doivent ressentir ce que je ressens quand j'évoque chez nous. Il a convoqué tous les hommes, il a dit, vous ne frappez pas celui-ci, il est né pour être chef. Mon préfet, qui est encore vivant, même si on m'a dit qu'il ne voit plus bien, Bamoué Mwamba. Il est à Kananga et son fils est médecin ici, docteur Mwamba. Là, on soigne les tuberculeux. Je ne sais plus le nom. Il travaille là. Et je lui donne des cours à l'Institut médico-légal, de droit et de sciences médico-légales. Mon préfet, il est de Kananga, à Lubumbashi, en Lézigno Tazaïr, il dit à mes collègues, celui-ci est né pour être chef. Le préfet, Ojodi Diamba, il est encore vivant, préfet de l'Institut Ouezo, quand j'obtiens mon diplôme d'État. Le directeur des études se trouvait être moi pour Chambouille. Il a dit la même chose, et moi pour Chambouille m'a dit, c'est que mon père me disait, l'honneur et la dignité sont des valeurs qui ne se monnaient pas. Donc, depuis très longtemps, je sais que chacun de nous, dès le sein de sa mère, a été préconnu par le Seigneur. Nous évoluons dans la chronologie de Dieu. Il te suffit de connaître Dieu, de croire en lui et de suivre les chemins. Savez-vous qu'un jour, je parlais avec le président Joseph Kabila, le président sortant, c'est lui avec qui j'ai fait la remise et reprise, certainement. Le président Kabila, qui m'avait proposé de très hautes fonctions que j'ai refusées, m'appelle. Il vous a proposé? De très hautes fonctions. Et vous avez refusé? Bien sûr. Vous êtes en direct là? Mais bien sûr. Allez-y. J'ai rappelé ça
à un des candidats présidents de la République lorsque nous étions avec M. Nanga, qui nous a fait l'honneur de nous inviter dans le cadre de concertation avec les candidats. J'ai rappelé que je n'étais pas un politicien, je pouvais être à la limite un homme d'État, mais fondamentalement je suis un homme de Dieu. Et j'ai pris Kamere à témoin. J'ai dit, le président Joseph Kabila m'a offert les plus hautes fonctions de la République. J'ai refusé et j'ai demandé à Kamere. Et pourquoi avez-vous refusé? Kamere a dit, je confirme. Il a eu l'honnêteté de le dire. Pourquoi aviez-vous refusé? Bon, j'ai expliqué au président de la République que j'étais un enfant de Dieu et que tout ce que je faisais, c'était pour entrer au ciel. Un jour, j'ai expliqué ça pendant 2 heures. À Joseph Kabila, nous sommes le 1er août 2001. Et je lui dis, si je dois exercer des fonctions, parce qu'il m'a proposé de diriger son gouvernement qui allait à Gaborone, rencontrer Massiré. C'était le début du dialogue. Je me souviens que ce jour-là, c'est Cheikh Kitundu qui l'avait envoyé me chercher et qui m'a amené là-bas. Et j'ai dit au chef de l'État, accepteriez-vous réellement que je fasse ce qui est juste? Parce que je défends la justice. Je ne suis pas d'accord avec la révocation de 315 magistrats. Je ne suis pas non plus d'accord avec la révocation de 315, curieusement, agents de l'ex-Petro-Congo. Alors si je dois exercer des fonctions, il faut que ce soit conformément à ma conscience, à mes convictions. Or, j'ai déjà pris la parole publiquement, j'ai dit, je condamnais votre politique. Vais-je entrer là-dedans? Accepterez-vous que je dise le contraire? Le chef de l'État m'a dit, j'accepterai. Je veux que vous travaillez avec moi. Il m'a invité à plusieurs réunions. J'ai participé à des réunions avec des ministres sans lettre. Mais j'ai constamment refusé parce que j'estimais que j'avais une mission. Et le chef d'État me dira un jour, parce qu'il me demandait s'il pouvait, lui, construire l'église de la Gombe, je lui dis non, si vous vous convertissez, vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur Sauveur. Merci beaucoup, pasteur. Vous venez donner, laissez-moi terminer sur ce point, vous venez donner vos dîmes et vos offrandes, nous pourrons alors accepter. Et lorsque je lui dis, Monsieur le Président, je suis désillusionné, parce que vous êtes chef d'État. C'est quand même assez long parce que j'ai énormément de questions à vous poser. C'est important que les gens connaissent les backgrounds. C'est très important. Brièvement alors. Parce que je veux être le président de la République, il faut qu'ils sachent à qui ils ont affaire, qui est Théodore Ngoï. Voilà. Et donc, parce que, voyez-vous, le problème du Congo, c'est un problème d'homme. Blumenthal disait, ce n'est pas un problème économique, c'est un problème d'homme, des mentalités. Vous voyez des gens qui aujourd'hui disent une chose, demain une autre. Et donc, je suis un homme de conviction, un homme intègre et juste, pour un Congo intègre et juste demain, dans lequel la vie des Congolais est protégée, la vie, la dignité, l'intégrité physique, les biens, le patrimoine de l'État, les ressources de l'État, l'intégrité de l'État. Alors, j'explique donc que le président de la République, à qui je réponds de cette manière, et à qui j'ai dit par la suite, je suis désillusionné parce que la banque qui aurait dû me reprendre dans mes droits ne me reprend pas malgré que je vous connais. Il me dit, toi, tu ne dois pas te plaindre comme tous les Congolais. Comme ça. Merci beaucoup. Laissez-moi finir. Mais parce que vous ne terminez pas finalement. Je termine tout de suite. Tu n'es pas comme les Congolais. Ça, c'est Joseph Kabila. Tu as une mission que Jésus t'a donnée sur la terre pour le Congo. Ne trahis pas le Congo. Eh bien, Monsieur le Président, je n'ai pas trahi le Congo. Je vais faire la remise et représenter avec vous, alors, avec l'aide de Dieu. Alors, si je vous comprends bien, vous êtes né pour être chef, c'est cela? On me l'a dit. Ah d'accord. Alors, le prochain chef de l'État, en République démocratique du Congo, c'est vous, et vous en avez la certitude. Vous prophétisez. Je pose une question. Mais vous venez de vous poser une question avec la réponse en même temps. Alors, pasteur, quels sont les obstacles qui pèsent actuellement sur le processus électoral en RDC, à votre avis? Monsieur Nanga est l'obstacle. Voilà, c'est simple. Le seul obstacle pour vous, c'est le président de la CENI. Vous savez pourquoi? Parce que la CENI, quand vous lisez l'exposé des motifs de la loi organique de 2013 qui modifie celle de 2010, la CENI est définie comme étant une institution d'appui à la démocratie qui a pour rôle principal de consolider l'état de droit. Et sa mission, conformément aux dispositions de l'article 211 de la Constitution, c'est d'assurer la régularité du processus électoral et référendaire. Et là-dedans, c'est à la CENI seule qu'on confie cette mission de s'assurer que les règles sont respectées. La Cour constitutionnelle a défini la régularité comme le droit de tous les Congolais, de chaque citoyen congolais, d'avoir des élections organisées par la CENI conformément à la loi électorale.
si on le fait autrement, on viole un droit fondamental dont elle est la gardienne. Alors dans ce tel cas, que prévu par les dispositions de l'article 200, des dispositions de l'article 5. la faute incombe à l'institution ou à la personne, à la seule Ce personne. sont les hommes qui font les institutions, Oui. n'oubliez pas cela. Et cette institution doit être impartiale et neutre. Mais ce n'est pas le cas de monsieur Nanga. Monsieur Nanga, en tant que président, doit justement accomplir la mission de la CENI, qui est de donner aux Congolais, enfin, si vous voulez, de respecter le droit, défini par la Cour constitutionnelle, hein, le droit des Congolais d'être dirigés par un président, des députés nationaux et provinciaux et des sénateurs élus régulièrement. Mais nous allons vers les élections. La Cour dit, mais nous y allons irrégulièrement, justement, à cause de Nanga. Mais le retard, Nanga. le retard dû au processus électoral, c'est Nanga. Mais bien sûr, mais regardez, monsieur le journaliste Zantoto, vous êtes un homme très intelligent. Je viens de vous dire que la mission constitutionnelle à la CENI, c'est d'assurer la régularité, c'est-à-dire d'organiser les élections conformément à la loi électorale. C'est ce que dit la Cour constitutionnelle interprétant les dispositions de l'article 5, qui affirme la souveraineté du peuple congolais et que cette souveraineté est exercée par le peuple à travers les élections. Et ces élections doivent être organisées régulièrement par une CENI neutre, indépendante, impartiale. Pour réaliser cette impartialité, consolider l'état de droit. Quand vous parlez de l'état de droit, ça nous vient de l'anglais rule of law. Rule of law. A state of order in which events conform to the law. C'est-à-dire, c'est un état où il y a ce qu'on appelle, les gens sont accountable, accountability. C'est-à-dire la responsabilité, vous devez rendre compte. Vous êtes l'État, vous êtes la puissance publique, vous êtes citoyen, vous pouvez contester les actes de la puissance publique parce qu'ils sont illégaux. Et personne ne va vous faire peur. La police ne va pas vous pourchasser. Et cet État-là, on nous dit que la CENI a pour rôle principal de le consolider. Et donc, celui qui joue le rôle de président de la CENI doit respecter les règles établies. Les gens ne comprennent pas Mais le pasteur, que le problème qui est ici, attendez, le problème qui se pose, c'est que celui qui doit assurer la régularité du scrutin en faisant respecter simplement les règles établies, les viole. Mais Pourquoi? pasteur, Regardez, oui. laissez-moi vous expliquer. Mais j'ai des questions. Regardez, Hein. vous allez les assez poser. de temps pour répondre. Mais que Hein. je réponde à celle-là, Oui. qui est très importante. Il y a une loi électorale, conforme à la Constitution, qui affirme ce qui suit. Le vote s'effectue soit par bulletin papier, soit par voie électronique. C'est-à-dire, c'est l'un ou l'autre, pas les deux à la fois. Si vous introduisez le vote électronique, il faut que les parties prenantes soient appelées par la CENI pour discuter des garanties de transparence. Puisque c'est difficile de réaliser la transparence avec les votes électroniques, le législateur affirme que ce vote ne peut s'appliquer aux élections en cours. M. Nanga publie un calendrier électoral. Attendez. Rien n'a changé? Non, ça c'est vous qui le dites. Laissez-moi. Dans la question. Laissez-moi, je vous explique. Oui. M. Nanga publie un calendrier électoral conforme à la loi électorale. Et il dit, voilà, entre le 20 septembre et le 5 décembre, nous allons nous occuper des questions techniques d'impression du bulletin de vote, de son déploiement vers les centres, y compris des procès-verbaux et des fiches. Il dit bien impression des bulletins de vote et déploiement de ces bulletins de vote. Il n'y a nulle part où il parle d'une machine à voter. Rien. Soudainement, après que le bruit est couru à travers un média respectable, Jeune Afrique, qui a eu une réunion à l'hôtel du Fleuve, au cours de cette réunion, ces gens qui sont au pouvoir, qui ne respectent aucune règle, se sont convenus que pour gagner cette élection, on invente une machine. Est-ce que le terme ces gens est approprié? Mais bien sûr, ces gens, c'est une insulte. Pour un serviteur de Dieu. Attendez, ces gens, les gens, c'est une insulte? D'accord. Alors, pasteur, on a dit que cette machine-là, elle sera là et qu'on va imprimer un bulletin qui sera introduit dans l'urne et que c'est ce bulletin-là qui sera compté. C'est faux. C'est tout à fait faux. C'est pas ça? Non. Le papier imprimé, oui, qui est un support informatique, n'est pas un bulletin. C'est un papier qui ne contient pas les informations relatives au candidat. Un bulletin aussi, c'est un papier. C'est pas un bulletin, c'est un papier imprimé. Mais un bulletin, c'est aussi en papier. Non, mais c'est un papier sur lequel sont imprimées les informations concernant chaque candidat.
Mais ce n'est pas le cas. Du papier que Nanga va donner, voudrait, parce qu'il ne le fera pas, parce que le peuple le lui interdit, voudrait donner aux gens. C'est-à-dire il y a une machine qui a un code source, ce qu'on appelle code source, c'est-à-dire un texte écrit, un texte comprenant des instructions rédigées par un programmeur. Alors ce texte-là est écrit dans un langage de programmation. Il va, lorsque vous lisez ce texte, enfin, lorsqu'il écrit ce programme, c'est un logiciel, la machine, le microprocesseur, va évidemment exécuter le code binaire. Mais dans le langage compréhensible par les humains, on parle de code source. C'est cet ensemble d'instructions qui sont données à la machine. Et la machine de Nanga comprend des instructions, comprend un logiciel. Le citoyen est appelé par Nanga, en violation de la loi, à venir mettre son doigt sur un écran. C'est ça, le vote que nous propose Nanga. On est en train de nous raconter que c'est une imprimante, comme si on le prenait pour des idiots. D'accord. Il vient, attendez que je finisse. Il vient sur l'écran, le citoyen congolais vient sur l'écran. Avec l'écran tactile, il cherche la photo de la personne qu'il veut choisir, il appuie dessus. C'est fini. Le reste, ce sont les instructions programmées, si vous voulez, sur le code source qui fonctionne dans les logiciels. Et on introduit, avant de faire son choix, il introduit un papier imprimé destiné à recevoir les instructions sous forme imprimée. On met ces papiers et puis on appuie et cette imprimante sort les informations qui ont été programmées. Et programmées par la personne qui est en train de manipuler lors du vote. Non, programmé par un programmeur, si vous voulez. C'est écrit par un spécialiste. Quand on fabrique l'ordinateur, le hardware, on y met le software. C'est un ensemble d'informations. Mais lorsqu'un électeur se pointe devant une machine et qu'il trouve le visage de son candidat, quand il pointe, la machine exécute ce qu'il a fait. N'est-ce pas? Non. La machine exécute les instructions qui ont été programmées, le texte écrit en langage de programmation pour dire, machine, quand quelqu'un touchera ici, voici ce que tu vas faire. Alors, on peut donner toutes sortes d'instructions à cette machine. Mais on triche à quel niveau, là? Enfin, les instructions. Vous savez, j'apprécie beaucoup l'un des candidats président de la République, chez Combat, qui explique bien ces choses-là. Il a dit tout à l'heure, là, sur une chaîne, il dit, il faut tout faire la capot, total, quel est le code source? Il a posé plusieurs fois la question. Quel est le code source? C'est-à-dire, quelles sont les informations qui sont programmées? Est-ce que ces informations permettent à cet ordinateur d'être connecté à un réseau? Est-ce qu'il permet à cet ordinateur d'être connecté même à Internet? C'est que c'est plus grave. Cela signifie qu'on a programmé des instructions qui peuvent donner un résultat programmé aussi. Alors, c'est pour ça que nous disons, nous ne voulons même pas faire cette discussion technique, dès lors que nous savons que cette machine est un instrument, n'est-ce pas, qui permet de réaliser les votes électroniquement. Il y a des gens qui passent à la télévision, j'en ai suivi un ici sur votre chaîne, qui dit non, il faut que les votes électroniques, c'est quand le bulletin est dématérialisé. Mais c'est le cas ici. Et les papiers qu'on introduit là, ce n'est pas les bulletins de vote. C'est un papier imprimé, c'est un support informatique sur lequel vont s'imprimer les résultats du vote. Et d'ailleurs, la machine de Nanga, puisque je l'ai essayé quand je l'ai déposé la candidature, j'étais en deux, Nanga et moi, et avec mes collaborateurs, nous avons, avec son autorisation, filmé. Alors moi je vous comprends. Alors, le seul obstacle pour vous, c'est la machine à voter. Dans le processus électoral. Pas le seul obstacle pour moi, la violation des règles du jeu par l'arbitre qui doit être impartial et neutre. Vous jouez au football, lorsqu'on marque un but, le but est marqué, mais si on l'a marqué irrégulièrement, on annule tout. Et c'est très grave. On peut même exclure le joueur. Mais alors, ici, on viole les règles. Nous sommes dans l'état des droits. L'état des droits, c'est l'état dans lequel chaque acte se conforme à une autorité supérieure qui est le droit. Visiblement, cette machine-là est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Finalement, vous allez abandonner la course. Mais moi, je ne vous comprends pas. Vous êtes aussi congolais, non? Je viens de vous expliquer. Vous deviez dire en bon, c'est ça? Non, moi, je pose des questions. Ah non, mais vous êtes citoyen. Allez-vous voter, oui ou non? Avez-vous une carte d'électeur? Oui, mais je vous explique que M. Nanga n'a pas le droit. La loi lui interdit. La loi qu'il a la charge d'exécuter ne lui permet pas d'introduire les votes électroniques. Mais que font, et il a introduit les délégués des différents partis politiques de l'opposition qui sont à la CENI? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Bon, mais ça, c'est une autre question. Vous savez vous-même qu'il y a des Congolais. Je prends l'exemple du rapporteur Kalamba. Il a été désigné par l'UDPS. L'UDPS ne veut plus qu'il soit là-bas, mais il reste là.
Vous connaissez les Congolais, comment ils sont, non? C'est pourquoi. Et ceux de Caméry? C'est pourquoi? Ceux de Caméry qui sont là. Ben, écoutez, moi, je ne vais pas discuter de ça. Ils sont là, ils devraient. Alors, il y a complicité, alors, si je comprends bien. Ben, vous pouvez qualifier ça comme vous voulez, mais moi, je vous dis que la CENI, dirigée par M. Nanga, a violé la loi en imposant aux Congolais un mode de vote interdit, expressis prohibis par la loi. Et on nous prend pour des gamins, on nous dit non, c'est une machine à imprimer, mais c'est un ordinateur, monsieur. Et cet ordinateur, les Britanniques ont dit qu'ils ont des ports, qu'ils ont Wi-Fi, qu'ils ont tout un système qui permet à quelqu'un, à partir d'une unité centrale, de donner des ordres contraires. Alors donc, la fraude est apparente et manifeste, incontestable. Et il y a déjà fraude quand? Il n'y a pas fraude, attendez, il n'y a pas fraude sur base d'une décision technique telle que je viens de le faire. Il y a fraude à partir du moment où on fait les choses en violant les règles. Donc c'est ça la fraude. Okay. Alors la fraude est déjà là. M. Nanga oublie qu'il a, tel qu'il est là, il a une mission importante. C'est-à-dire une mission historique de consolider l'état de droit en étant impartial et neutre. M. Nanga va à des réunions convoquées par le président de la République, va aux réunions interinstitutionnelles, etc. Tout ça, alors qu'il devrait être indépendant. M. Nanga ne devrait même pas rencontrer le président de la République. Alors la solution pour l'instant, c'est quoi? Faut-il repousser les élections? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On n'a pas besoin de repousser les élections. Qu'est-ce qu'il faut, nous sommes dans le délai. La solution, c'est quoi? Nous sommes dans le délai du calendrier électoral. Oui. M. Nanga va écarter cette machine qu'il a introduite, lui, parce qu'on lui a demandé à l'hôtel du fleuve, par les personnes qui sont au pouvoir, qui savent très bien que leur candidat désigné, les candidats présidents de la République par procuration, c'est-à-dire un individu à qui l'on peut dire demain meurt, il meurt, ou bien tombe malade, il tombe malade. Moi j'ai vu, attendez que je m'exprime, moi j'ai vu au stade de l'homme, il est même incapable de dire aux gens de cette terre, il est en train de dire aux gens qui sont venus l'écouter, il dit vous voyez quelqu'un qui n'est même pas à sa place, quelqu'un à qui on a dit, bon tu viens jouer un rôle donné. Le peuple congolais n'en veut pas. Pourquoi? Parce que le peuple congolais sait qui est Joseph Kabila pendant 18 ans. Joseph Kabila... Mais nous avons vu la population aussi expérimenter cette machine-là et l'applaudir. Nous voyons ça sur les chaînes de télévision. Bon, mais ça, c'est vous qui organisez ça. Nous avons vu, moi j'ai marché avec d'autres collègues de l'opposition, au milieu d'une foule nombreuse, qui dit, nous ne voulons pas de cette machine à voter. Mais nous avons également vu la population au stade du 20 mai dire qu'ils aiment la machine à voter. Monsieur Zantoto, je sais que c'est pas ça. Vous savez que je suis un homme honnête, n'est-ce pas? Oui. J'habite à côté du candidat du FCC, oui. Sur la même avenue. Oui. J'ai vu des gens, notamment un individu qui dit Naza Chef à 50 personnes, qui est déjà venu chez nous, qui a mené plus de 100 personnes pour dire que nous allons soutenir les pasteurs. Nous nous sommes méfiés. Nous avons dit, moi Théodore Ngoï, je n'ai pas d'argent à donner aux gens pour acheter leur voix. Je demande par contre aux Congolais qui cherchent un homme honnête et intègre, pour un Congo juste et intègre, de m'apporter leur contribution. $1 par Orange Money ou par Finca. J'ai donné ça. Alors, j'ai vu les mêmes individus entrer chez mon voisin qui habite la maison de l'État et qui est gardé par les véhicules de l'État, les véhicules de la police. Et moi, je suis chez moi tranquille là. Alors, je vois il en a fait une demande, non? Où est-ce que c'est écrit qu'il faut faire la demande? Mais si vous avez besoin de la police... Non, c'est pas écrit. Si vous avez besoin de la police, n'est-ce pas? On ne fait pas une demande. Mais c'est Antoto, je vais vous parler de l'état des droits. Oui. Savez-vous que la loi électorale prévoit qu'à la date, je dis bien, à la date de la publication de la liste définitive, tous les candidats ont droit à une égale protection. La loi ne dit pas tous les candidats ont droit à des policiers. La loi dit tous les candidats ont droit à une égale protection. La protection d'un chef de l'État potentiel. C'est ce qu'on fait dans les États démocratiques, les États de droit. Lorsque quelqu'un est sur la liste définitive, donc il est susceptible de diriger son pays, on les protège. On assure sa protection. Il y a un ensemble de moyens, des véhicules, n'est-ce pas, spécialisés, qu'on vient lui donner. C'est automatique, c'est la loi qui le prévoit. D'accord. Il n'est écrit nulle part dans la loi qu'il faut en faire la demande. Et de toute façon, le 8 août, le jour où le jeune homme que je connais, jeune sur les campus, a été désigné par celui qui veut rester au pouvoir à travers lui, Joseph Kabila, il est venu avec des policiers comme un chef de l'État. Alors moi je vous disais que j'ai vu des gens se battre. Après être rentrés chez lui, ils sortent, hein, ils portent des t-shirts, ils se battent pour l'argent. L'un de leurs a avoué,
en l'occurrence Steve Mika, il dit nous avons donné de l'argent pour le transport, etc. Donc, laissez-moi terminer sur ce point. Ce qu'on a vu au stade, vous avez des réponses très longues, qui n'écoutaient même pas les candidats qui sont allés prétendument soutenir, ces gens-là ne sont pas représentatifs de ceux qui ont marché sur le boulevard spontanément. Et vous les avez vus. Même si vous n'avez pas fait la bonne information sur ça, le peuple congolais dans son ensemble, nous lui avons dit, et le peuple nous a écoutés, vous avez le droit fondamental d'être dirigé par un président règlement élu. Dès lors que l'élection est irrégulière, marchez, sortez dans la rue. Pasteur. Opposez-vous au groupe de gens qui veulent se maintenir au pouvoir. Pour quel programme, Pasteur. Pour le programme d'assassinat tous les jours des Congolais. Pasteur, s'il vous plaît, je vais continuer. Vous, finalement, vous vous situez où? Vous n'êtes pas de la majorité, vous êtes avec l'opposition parce que vous vous dites être un homme intègre. D'abord, vous ne pouvez pas dire ça. L'opposition, c'est quoi en droit congolais? L'opposition, c'est l'ensemble de tous ceux qui ne participent pas à la gestion du pouvoir exécutif. C'est ça la définition. Alors, vous êtes de l'opposition. Est-ce que moi, vous m'avez vu un jour exercer un mandat quelconque? Ah, vous êtes de l'opposition. Merci beaucoup. Attendez. Je poursuis. Il y a beaucoup de gens qui ont exercé des mandats et qui se sont transformés en opposants. Moi, chez nous, dans ma langue, en Kilvakat, on dit c'est-à-dire? Donc, vous avez les foufous, vous avez les champignons là-bas, vous voulez manger, vous dites non, je ne vais pas manger les champignons, laissez tomber même ceux qui sont sur les foufous. Déposez. Moi, j'ai dit au président, je ne peux pas travailler avec vous. D'accord. Parce que je compte vous remplacer un jour pour faire ce que vous n'êtes pas capable de faire. D'accord. Alors, donc vous pouvez me demander si je suis opposant ou pas. Vous êtes pour une candidature... Il n'y a pas plus opposant que moi. Vous êtes pour une candidature unique, commune de l'opposition? D'abord, cette notion de candidature unique m'inquiète. Pourquoi? Vous n'êtes pas d'accord? Non. Pourquoi vous voulez résumer ma pensée? Allez-y, pasteur. Bon, j'ai l'impression que le pouvoir sortant, le pouvoir finissant, le pouvoir défaillant, s'en empare. Non, ils ne sont pas organisés, ils ne sont pas ensemble. Mais ils oublient que l'opposition est plurielle. On n'a pas nécessairement besoin de désigner un candidat unique pour gagner l'élection contre le candidat du FCC. Mais quel est ce Congolais qui va désigner le candidat du FCC, c'est-à-dire désigner le président sortant, le maintenir au pouvoir, après 18 ans, pendant lesquels des femmes ont été violées? 5 millions de Congolais sont morts. Vous ne répondez pas aux questions. Je vous réponds. Non, mais je vous ai posé la question de savoir si vous êtes pour une candidature unique ou non. Ne me demandez pas de vous répondre comme vous voulez. Ah, mais alors je vous réponds comme je pense. Allez-y. Donc je vous dis ne changez pas de sujet. Je vous dis, non, je ne change pas de sujet. J'ai dit donc que le pouvoir ici n'a pas protégé les Congolais. Est incapable de protéger les Congolais. Est-ce que c'est ça la question? Mais pourquoi une candidature? Pourquoi est-ce que nous parlons de candidature? Parce qu'il y a un pouvoir défaillant. Il faut d'abord qu'on relève pourquoi il est défaillant. Il n'a pas protégé les Congolais. Non, le temps, on a commencé en retard. Le temps, j'ai beaucoup de questions à vous poser. Il n'a pas protégé les territoires. Oui. Il n'a pas protégé les ressources. Il s'est emparé de nos ressources. Un groupe d'individus est devenu riche. Il faut qu'il parte. Et le peuple congolais, aucun Congolais ne reconduira Kabila sous la forme de notre individu. Pour quelle route qu'il a laissé? Candidature unique. Pour quelle route nationale qu'il a laissé? À cette question, pour quelle route de développement qu'il a laissé? Alors donc, moi je pense que chaque candidat président de la République de l'opposition doit se battre à sa façon. Attendez, peut se présenter et faire entendre sa voix à côté des autres candidats de l'opposition. C'est comme ça que j'ai proposé à des candidats présidents de la République de nous rencontrer dans le cadre d'un collectif. On est candidats, on est différents, mais on se rencontre, on échange ensemble, on met les points communs ensemble. Cela peut se faire. Mais si il faut désigner un candidat unique, c'est aussi possible, à condition qu'on se rencontre sur des critères. C'est-à-dire qu'il faut... Notamment, il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur le problème. Il faut d'abord poser la problématique. Quel candidat pour quel problème à résoudre? Si le problème à résoudre, essentiellement, c'est d'abord un problème d'homme, parce que c'est ça le vrai problème du Congo. On peut avoir le meilleur programme du monde, mais si on a un voleur à la tête du pays, on a des gens corrompus, mais ils vont s'enrichir, ils ne vont jamais affecter les ressources aux besoins pour lesquels ces ressources sont sorties. Alors donc, premier critère, il faut un homme honnête, un homme intègre. Ensuite, il faut un homme compétent. Vous comprenez? Oui. Alors, si on arrive à cela, et puis il y a un autre élément sociopolitique, ou bien qui relève de la sociologie politique. Mais qui peut être élu au Katanga? Qui peut être élu dans les Kasaï? Qui peut être élu dans le Grand Kivu? Qui peut être élu dans la grande province orientale? Qui peut être élu dans les bandes dans l'Équateur? Vous mettez tout ça ensemble, vous dites,
entre nous, opposants, si nous voulons que le pouvoir parte des mains de ces personnes qui n'ont fait que souffrir le peuple congolais, l'humilier, incapable même de les protéger à l'extérieur, de les protéger à l'intérieur, si nous voulons que ces gens-là ne soient plus au pouvoir sous une forme quelconque, alors qui est parmi nous capable d'avoir toutes les voix du Katanga, en même temps d'avoir les voix du Kasaï, les voix dans le Kasaï, les voix dans l'Équateur, les voix dans la province orientale. Ça, c'est dans les critères. Hein? Oui, mais c'est ce que moi je pense. Oui. Si on se rencontre, et qu'on se dit objectivement, si nous soutenons ce candidat ici, quelle sera la donne par la suite? Parce que vous pouvez aller soutenir un candidat qui est apparemment, qui est présentement, qui semble populaire. Parce qu'en matière politique, n'est-ce pas, on est populaire, c'est provisoire. Ce n'est pas définitif. Ça change. Okay. C'est des données toujours politiques. Mais moi... si vous appelez chez Com, il vous parlera en marketing de like me, hein, trust me. Mais moi, je trouve que la candidature unique ou commune de l'opposition, ça ne marchera pas avec vous, dès lors que le Seigneur a déjà choisi que ce sera vous. Il faut que tous ceux qui sont de l'opposition, vous arriviez à les convaincre qu'ils soient derrière vous. Parce que Dieu veut que ce soit vous. Ne me dites pas ça. C'est une question. Moi, je vais vous répondre très aisément. Oui. Vous m'avez vu marcher avec tous les autres candidats de l'opposition. Vous m'avez vu marcher. Vous m'avez vu faire une déclaration avec les candidats de l'opposition. Donc, aujourd'hui, si le Seigneur le veut, nous pouvons nous asseoir ensemble pour discuter, pour dire qui d'entre nous... Vous parlez du Seigneur avec ces gens-là qui ne connaissent pas forcément le Seigneur. Vous voulez dire que tous ces gens sont des païens? Non, je dis qu'ils ne connaissent pas forcément le Seigneur. Je vais vous dire que, outre le fait que j'ai découvert, notamment dans Fayoulou, un homme d'État, lors de nos réunions, un homme qui a beaucoup de qualités, j'ai découvert en parlant avec lui que c'est un chrétien. C'est quelqu'un qui a travaillé dans le pétrole. Hein. Et prêt à abandonner sa candidature pour vous? C'est ce que je suis en train de vous dire. Parce que vous me demandez si je vais parler avec ces gens-là, s'ils sont chrétiens. Je te cite l'exemple de Fayoulou. Je te cite l'exemple de Mabaya. Moi, je suis allé à un culte au cours duquel on a porté sa candidature devant Dieu. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas penser que tous ces gens-là ne prient pas. Et même ceux qui ne prieraient pas, tous, en tout cas, ils parlent de Dieu. D'ailleurs, la Constitution congolaise prévoit la prestation des serments devant Dieu. Oui. Et donc, je pense que si nous nous mettons ensemble, vous savez, moi j'ai soutenu Jean-Pierre Mbemba en 2006. Et on a détruit ma maison pour ça, on a incendié ma propriété pour ça. Ça c'est de l'histoire. Non, mais attendez. Oui, pourquoi chaque fois que vous voulez m'interrompre? Parce que vos réponses sont longues, tout simplement. Mais ce n'est pas de l'histoire, ça. C'est un background très parlant. Le pouvoir Kabila, pour me punir, moi, Mouloubakat, d'avoir fait alliance avec quelqu'un de l'Équateur, est allé me chercher pour me tuer. Ne me trouvant pas, ils ont incendié ma propriété. Avez-vous confiance en Félix Tshisekedi? Ils ont tué la femme de mon collaborateur, Madame Mouchipaï. Elle est morte. Mouchipaï lui-même est allé se réfugier. Avez-vous confiance en Félix Tshisekedi? Laissez-moi d'abord... Vous m'interrompez pourquoi? Je vous comprends. Hein. Je veux qu'on évolue tout simplement. Je suis dans l'antre du pouvoir. Non, ça n'a rien à voir. Alors je vous laisse parler. Je vous laisse parler. Vous devez défendre. Je vous laisse parler. Pas du tout. Pas du tout. Je pose des questions. Je veux qu'on avance. Il y a énormément de questions à vous poser. Ouais. Vu le temps. Alors, je vous disais quand même, j'ai soutenu Jean-Pierre Mbemba. J'avais été enlevé, Jean-Pierre Mbemba est intervenu. On m'a sorti de là. Et par loyauté, j'ai fait alliance avec lui sur papier. Nous avons signé un accord et j'ai créé l'Union pour la Nation. C'est moi le créateur de l'Union pour la Nation. Et j'ai expliqué ça à Mbemba qui a accepté. Et Mbemba a gagné l'élection en 2006. Même si la programmation par Malo Malo était fausse, tout le monde sait que c'est Mbemba qui a gagné l'élection en 2006. En 2011, tout le monde sait que c'est Tshisekedi qui a gagné l'élection parce que Moulou Ndango, il dit, lui-même, il dit qu'il avoue qu'il a été placé là-bas pour reconduire Joseph Kabila. C'est Moulou Ndango qui l'a dit publiquement. Lorsqu'il était fâché. Ah bon? Ah oui? Vous ne les avez pas. Vous voulez que je vous mette la bande des alors, s'il vous plaît, de parler? Est-ce que vous avez confiance en Félix Tshisekedi? Moi, j'ai confiance en tout Congolais qui se présente comme étant opposant pour travailler avec lui à la candidature commune, si c'est possible. Mais il veut aller aux élections avec ou sans la machine à voter? Bon, d'abord j'observe que M. Félix Tshisekedi vient de signer un document avec Fayoulou
avec Moïse Katumbi, avec Bemba, en Afrique du Sud. Je crois le 26 octobre, ou le 25 octobre, je crois. Il vient de signer un document dans lequel il dit qu'il faut écarter la machine à voter. Voilà. Parce que vous parlez de Félix Tshisekedi. Il y a un document signé par son représentant, à moins qu'il dise aujourd'hui qu'il n'a jamais envoyé ses représentants. Donc, le point de vue de Félix Tshisekedi est sur le papier. Et c'est un point de vue qui est conforme au communiqué qu'il avait signé à Bruxelles et aux paroles qu'il a adressées aux citoyens congolais lors du meeting. Alors, vous-même à titre particulier, pourquoi vous étiez dans la rue récemment? C'était quoi? À la tête de l'opposition. Dans la rue, avec l'opposition. Pourquoi vous dites avec l'opposition? Pourquoi vous étiez dans la rue? Pourquoi nous, opposants, nous étions dans la rue, oui, avec le peuple congolais? Oui, pourquoi vous étiez dans la rue? Mais c'était un moyen de droit qui nous est reconnu par la Constitution pour dire que ce que vous faites est illégal. C'est ça l'état de droit. Écarter l'illégalité et nous allons aux élections le 23 décembre et nous sommes dans les délais. Nanga est encore dans les délais prévus par son calendrier pour imprimer les bulletins vote. Si demain, il y a un retard ou il y a une possibilité d'organiser les élections, c'est Nanga et le pouvoir qui ont inventé la machine à voter pour chercher à accuser l'opposition de vouloir retarder les élections. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent nous savons que la machine est illégale, hein, nous savons que c'est une fraude, mais pour ne pas donner raison à Kabila, allons aux élections. C'est abracadabrantesque comme raisonnement, c'est bancal. Ça veut dire, si je comprends bien, si vous allez aux élections avec la machine à voter, vous allez perdre. Non, attendez, non. Vous allez perdre, c'est ça? Non, la machine à voter est programmée pour faire passer irrégulièrement un individu mais ça ne dont marchera le pas avec peuple vous. ne veut pas. Parce que vous êtes vraiment particulier. En quoi suis-je? Serviteur de Dieu confirmé par le Seigneur d'être le prochain président. Dieu peut le confondre, non? C'est pas ça? Alors pourquoi? Attendez, c'est Dieu. Dieu peut confondre cette machine savez-vous que... lors du vote. C'est pas ça? Savez-vous que c'est Dieu qui disait à Moïse, tu ne violeras aucun droit. Moïse c'est Dieu qui dit à Moïse, tu vas établir des magistrats dans tous les pays. Et le premier roi d'Israël, c'est Moïse. C'est pas Saoul. C'est Moïse qui a été le premier roi, qui a donné les lois à ces pays-là. Beaucoup de gens ne le savent pas. C'est lui, cet homme d'État-là, qui a bâti l'État et qui a laissé tout ce qu'il fallait pour que ses successeurs puissent installer les peuples et qu'ensuite il y ait un roi demandé par le peuple à la manière des autres rois. Mais Moïse était roi désigné par Dieu dans le désert lui-même. Bon, donc, ce que je veux dire, c'est que la justice fait partie de Dieu. Le trône de Dieu est assis sur la justice. Théodongo, président de la République, c'est le trône de Dieu qui s'installe dans les pays, c'est la justice, c'est la droiture. Donc Dieu ne peut pas me dire, va aux élections dans cette irrégularité parce que je vais couvrir l'irrégularité. Dieu est juste, il est avec Dieu vous. est fidèle. Il est avec moi, il m'a révélé, il m'a montré, lis la loi. Lors de mon point de presse, j'ai commencé à bien expliquer pourquoi la machine à voter était inacceptable dans un état de droit. Voilà, donc c'est Dieu qui parle. Alors dans une récente réunion organisée par Nanga, vous avez quitté la salle. C'était pour quelle raison? Nous n'avons pas quitté la salle. Vous dites les choses contraires. Non, mais j'ai reçu un candidat à la présidentielle également ici, Yves Mpunga, qui a dit que vous êtes sorti de vous-même et que Nanga ne vous a pas chassé. Et il était étonné de voir qu'un serviteur de Dieu mentait à l'extérieur. Bon, mais attendez. C'est ça qu'il a dit. Attendez d'abord sur ce point. Attendez, sur ce point. Avez-vous lu, en tant que journaliste, la déclaration des 11 candidats? Oui. Que dit cette déclaration? La réunion s'est terminée en queue de poisson parce que M. Nanga a demandé aux candidats qui ne voulaient pas de l'expérience technique de la machine de sortir. Donc, ce n'est pas Théodongo qui le dit, c'est plusieurs candidats qui le disent. Alors vous comprenez qu'il y a des gens qui font la publicité des autres en venant les insulter, croyant atteindre les gens. Vous savez, mon père me disait toujours, Bakutukiamba oui mulanda. C'est-à-dire qu'on dit qu'on t'insulte que tu es pauvre, parce que moi je suis né d'une famille pauvre, je connais ce que c'est que la faim. C'est pourquoi je suis la personne qui va sortir les Congolais de la faim, dans laquelle on nous enlise. Alors mon père me disait, si on dit que tu es pauvre, c'est pas grave, tu ne resteras pas pauvre toute ta vie. Mais ne permets pas aux gens de dire que tu es malhonnête, tu es un voleur, tu es un menteur, avec raison. Mais qu'ils le disent et que ce soit faux. Et plus tard, j'ai découvert que mon père me disait en fait ce qui est dans la Bible. La Bible dit, quand on dit du mal de vous, alors que vous êtes un chrétien, l'esprit de gloire repose sur vous. Voilà. Donc l'individu que vous citez, qui est venu ici m'insulter, me dire des menteurs, en fait, il est en train de me bénir. Parce qu'il dit une chose qui est confirmée,
qui est contredite par plusieurs candidats. Voilà. Voilà. Alors, pasteur, nous avons quand même fait le tour d'horizon de l'actualité politique en RDC. On va quand même parler de votre vision pour le Congo. Une fois élu président de la République démocratique du Congo, vous commencez par quoi, connaissant les mots profonds de la RDC aujourd'hui? Par l'homme. C'est l'homme. L'homme pose problème. L'homme congolais pose problème. Vous avez dit tout à l'heure que je donnais cours. J'ai refusé de donner cours dans une université bien connue, où moi-même j'ai eu mon diplôme. J'ai dit au recteur, je ne vais plus donner cours ici, parce que j'ai trouvé des gens en première licence qui n'ont jamais passé mon examen de droit pénal spécial. J'ai écrit et j'ai relevé dans cette lettre que les diplômes qui seront délivrés seront des faux. Et que je me réservais le droit de relever cela. Je ne cite pas cette université. À Kinshasa? Oui. Bien sûr, j'ai écrit officiellement. D'accord. Mais on n'a jamais tenu compte de ça. Et j'ai cessé de donner cours dans cette université. Commencer par l'homme, ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire, l'homme congolais a été ruiné dans son être, dans son raisonnement, par 30 ans de moboutisme. Et aussi par ce que les Belges ont fait. Les Belges ont divisé les Congolais, ont poussé le Congolais à, si vous voulez, s'agresser les uns les autres. Ils ont créé la carte des mérites civiques. Ils ont créé des immatriculés, c'est-à-dire des gens supérieurs aux autres, qui rient, qui marchent de cette manière, qui mangent avec les fourchettes, et donc qui regardaient les autres comme des gens de rien. Mobutu a repris à peu près cette politique avec son thème Moto na moto, Abongisa Oyaye. Mais c'est pendant plus de 30 ans. Occupe-toi de toi, de ça, de ce que toi tu peux faire. Alors chacun, il devient ministre, il se préoccupe de s'enrichir. Il se préoccupe de son ventre, de sa famille. Mobutu, quand il devait quitter le pouvoir, il a dit à Mandela, mais je vais quitter comment? Que devienne ma famille? Que deviennent les gens qui m'ont soutenu? C'est ça. Et c'est très grave. Aujourd'hui, Kabila Joseph est venu au pouvoir. Moi, je l'ai connu en 2001. Le Joseph que j'ai connu en 2001 n'a rien à voir avec le Joseph que je vois aujourd'hui. C'était un homme très humble. Vous savez ce qu'il m'a dit, le président de la République? Parce que donc, je vous ai suivi plusieurs fois à la télévision. C'est très intelligent. Je veux que vous travailliez avec moi. Aidez-moi. Je suis très jeune, aidez-moi. Il était très humble, le président. Il écoutait beaucoup. Il s'est entouré, au fur et à mesure, des anciens moboutistes. Son discours a commencé à changer. Ses choix ont commencé à changer. L'homme qui était simple est devenu quelqu'un d'autre. Et il a reconnu lui-même qu'il a échoué sur le plan d'acquisition des valeurs. C'est lui-même qui l'a dit. Or, on ne peut pas construire sans des valeurs de référence. Je ne peux pas organiser l'économie s'il n'y a pas des valeurs sur base desquelles on organise cette économie. On ne peut pas organiser l'éducation s'il n'y a pas des valeurs que l'on va communiquer aux enfants. Vous savez, on parle aujourd'hui de l'enseignement supérieur et universitaire. C'est une aberration. C'est l'éducation qu'il faut organiser, pas l'enseignement. L'enseignement n'est qu'une partie, n'est qu'une partie de l'éducation. Lorsque nous nous étudions, on nous parlait de l'éducation morale, de l'éducation physique. Donc, on ne se contente pas de meubler l'esprit par le savoir, on doit structurer aussi l'esprit par le savoir. Donc, le premier combat, ce sera de donner des valeurs consistant à respecter les codes de la route. Les Congolais, à San City, s'étonnaient du fait que le chauffeur s'arrêtait là où il y avait des signaux rouges, alors qu'il n'y avait pas de véhicule en vue. Mais c'est une culture. Laissez-moi vous raconter une anecdote. Je suis en Angleterre. Je dois poursuivre. Hein. Oui, je suis en Angleterre. Je vais prendre le bus. Je m'arrête. Il n'y a personne à l'arrêt des bus. Comme j'apprends à apprendre l'anglais, je commence à lire. Et puis, j'entends klaxonner derrière moi. Mais il y a beaucoup de gens déjà à l'arrêt. Et on me fait signe de revenir vite. Je reviens, je dis, is there any problem? Y a-t-il un problème? On me dit, oui, oui. Mais c'est vous qui êtes arrivé le premier. Vous devez monter dans le bus. Ils ont dit au chauffeur, on ne monte pas tant que celui-là ne monte pas. C'est une culture. Ce sont des valeurs. C'est ça que vous voulez restaurer. C'est par là qu'il faut commencer fondamentalement. Parce que regardez, je vais vous expliquer davantage. Non, on n'a pas assez de temps. On va finir l'émission. Il reste combien de minutes? Quelques minutes. Bon, laissez-moi juste dire un petit mot. Allez-y, allez-y. Vous savez quand M. Katumbi se révolte contre Joseph Kabila, Joseph Kabila va au Katanga, il dit,
Il y a 10 milliards de dollars qui ont disparu ici. Tiens, le budget du Congo n'atteint pas 10 milliards, mais vous nous apprenez maintenant que 10 milliards ont disparu au Katanga. C'est un problème. Donc, mais c'est très grave. Pourquoi? Vous avez la SNCC qui est chargée du trafic minier, mais vous remplacez la SNCC par des véhicules, des remorques qui sont des véhicules conduits par des étrangers qui n'offrent même pas l'emploi aux Congolais. Eh bien, c'est des minéraux bruts hein, qui sont amenés où on ne sait pas. C'est des sommes et des sommes d'argent pour financer l'activité économique, pour financer l'activité agricole qui partent. Merci. Vous prenez l'ONATRA ici. L'ONATRA ici. Oui. L'ONATRA, c'est la société qui est chargée de l'enlèvement et du transport de marchandises, notamment. Mais vous créez des remorques qui appartiennent à qui? À des privés pour transporter les marchandises de l'ONATRA. Vous privez des Congolais de l'emploi, vous privez la société de ses ressources. Et ces camions détruisent la route parce qu'ils ne respectent même pas les tonnages qui étaient limitatifs parce que tout le reste devait passer par le train. Vous détruisez la voie ferroviaire et l'argent va dans les poches de qui? Il y a un port de l'ONATRA et vous avez à côté un port sec qui appartient à qui? Merci beaucoup. Vous avez même un autre port fluvial. Pasteur, donc, Pasteur. Il y a deux hommes aujourd'hui qui ont accaparé l'héritage des Congolais et qui se sont associés aux prédateurs internationaux, qui les maintiennent au pouvoir, y compris par la force, et qui s'enrichissent, qui ne pourront jamais affecter les ressources de manière à ce qu'il y ait deux routes de développement, de manière à ce qu'il y ait des logements sociaux. Les dernières questions seront consacrées à la paix, à la sécurité, à la défense. Pasteur, est-ce que vous avez les informations sur la maîtrise des éléments de l'armée? Combien d'effectifs avons-nous dans l'armée? Vous qui prétendez devenir président de la République. Mais d'abord, je vais vous donner cette information. Non, répondez à ma question. Mais je suis en train de répondre à votre question. Oui. Je vais présenter mon projet de société au mois de novembre. Mais je voudrais vous dire que j'ai toute une équipe qui travaille sur les questions de l'armée. C'est pas encore fini. Hein. Donc il faut que j'attende. Non, mais attendez. Vous posez une question qui n'est pas très importante, connaître l'effectif de l'armée. Mais moi, je vais vous dire, par exemple, une des raisons pour lesquelles cette armée ne fonctionne pas très bien. Non, mais moi, je n'ai pas posé cette question, on va y arriver. Non, mais vous voulez que je vous dise l'effectif. Il y a des gens qui viennent d'être retraités, vous le savez, non? Qui viennent d'être retraités de l'armée irrégulièrement. Les officiers généraux que l'on renvoie de l'armée, alors qu'ils doivent d'abord être prévenus. Il y a un délai pour les prévenir, et ils ne peuvent être retraités au grade actuel. Ils doivent être retraités au grade supérieur. Donc ça, c'est un problème sérieux de l'armée. Le problème des compétences. Pourquoi est-ce que les gens qui ont mis la fin à la guerre, à l'occupation du pays, sont systématiquement écartés et renvoyés chez eux? Pourquoi notre armée n'est pas bien équipée? Pourquoi des gens qui sont très bien formés, vous les retraitez de l'armée? Dans la formation, on peut prendre 6 ans, 10 ans, vous les retraitez pour les remplacer par qui? Pourquoi notre armée n'est pas capable de protéger les frontières de ce pays? Pourquoi les policiers sont spécialisés dans l'agression contre les citoyens, alors que leur mission, c'est de protéger les citoyens et leurs biens? Et donc, ça, ce sont les questions fondamentales. Lorsque je deviens président de la République, je vais m'attaquer à ces questions. Notamment, je vais rétablir tout de suite dans l'armée tous ceux qui ont été renvoyés irrégulièrement, tous les spécialistes. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous pouvez regarder cette caméra. Est-ce que vous avez un dernier message à passer à la population congolaise? Donc, je regarde la caméra. Regardez la caméra. Un dernier message à passer à la population qui vous suit en ce moment? Oui. Le Congo a besoin d'un homme honnête et intègre. Et juste. Parce que si il est chef de l'État et il n'est pas juste, il n'est pas intègre, même s'il est intelligent, il va s'enrichir, il va enrichir sa famille, et il va enrichir sa famille biologique et politique. J'ai entendu le conseiller diplomatique du chef de l'État dire que le chef de l'État a raison de faire les affaires. J'ai dit non. Quand on est chef de l'État, on occupe une position de force. On n'a pas le droit de faire des affaires. Il faut un homme intègre qui va prendre votre héritage, vous le rendre sous forme de routes, de développement, sous forme de logements sociaux, sous forme de structures de santé, sous forme d'écoles avec des personnels compétents et un programme adapté. Il faut un homme intègre et droit, et surtout un homme de conviction que je suis, pour avoir le courage de protéger ces pays qui est sous le contrôle du Rwanda, de l'Ouganda
et de certains pays de la communauté internationale. Savez-vous, citoyens congolais, que vous êtes le pays qui a le coltan le plus pur? Merci, mais pasteur. on a une entreprise qui va raffiner votre coltan au Rwanda. Merci, pasteur. Savez-vous, Nous sommes arrivés à la fin. je termine, vous êtes le pays francophone le plus grand, mais votre chef de l'État sortant a soutenu un Rwandais dont les pays, une Rwandaise dont les pays a agressé le nôtre à la tête du pays. Moi, je ferai le contraire. Je vous rendrai votre dignité. Voilà la différence avec les pouvoirs sortants. Personne ne doit commettre l'erreur de donner une seule voix au pouvoir sortant. Pasteur, merci d'être venu. Quand vous serez président de la République, comment vous allez faire pour prier pour les malades et l'Église? Vous allez l'abandonner? L'Église. Pourquoi abandonnerai-je l'Église? Comment vous allez vous occuper des questions oui. du pays et l'Église, les malades, les enseignements? Vous ferez comment? Mais je continuerai à enseigner la parole de Dieu. Qu'est-ce qui va m'empêcher? Je vous demande, les chefs d'État ou même les ministres, vous ne les voyez pas aller danser? Merci, pasteur. Mais j'ai vu la première dame aller danser, non? Merci, pasteur. Alors, au lieu d'aller danser, Théodore, moi j'irai à l'église, Ngoï, moi j'irai prier. Pasteur de l'église de la Gombe, candidat à la présidentielle de décembre 2018. Merci d'être venu sur ce plateau pour répondre à quelques-unes de nos questions. Même si vous avez pris trop de temps à répondre, je n'ai pas pu épuiser mes questions. Ben, j'ai quand même la liberté de répondre. Alors, je voudrais vous remercier pour le courage que vous avez pris de m'inviter en direct. Parce que c'est une première. C'est une première, nous avons l'habitude d'inviter tout le monde. Merci également, ça va honorer Télé 50, parce que Télé 50 va quand même très loin. Faites-le, ne faites pas la désinformation s'il vous plaît. Rendez l'information comme elle se doit, ça va vous honorer. Merci beaucoup, pasteur. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission. Le prochain rendez-vous est fixé dimanche, 21 h. Portez-vous bien, à très bientôt et avec le même plaisir.